Avant de me présenter, je vais juste vous dire de quoi je vais vous parler. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire de monbanquier.fr et de comment le grand Gatsby nous a sauvés du redoutable splash screen. Je m'appelle Louis Lafont, je suis développeur front-end, enfin on fait un peu de tout, un peu full stack, mais principalement front-end chez monbanquier.fr. Et sinon à côté de ça, je suis aussi scout, je fais du parcours et je suis élève pilote. Alors monbanquier.fr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une startup qui s'est lancée il y a 2 ans et qui est un traiteur online qui se veut qui est une expérience simple et agréable lorsqu'on commande. On a une particularité, c'est qu'on ne fait pas la nourriture nous-mêmes, on travaille en direct avec des artisans locaux. Donc ça peut être des artisans de vos quartiers que vous connaissez, des boulangers, des épiciers, des cavistes, et on va s'occuper de regrouper tout ça pour vous offrir un banquet pour tout type d'événements professionnels ou associatifs. Donc vous aurez l'occasion de le tester en live, puisque c'est monbanquier.fr qui a fourni le banquet de ce soir. On est une boîte food tech. Food, ok, il n'y a pas de problème là-dessus, on s'entend tous. Tech, pourquoi ? En fait, la tech chez monbanquier, c'est un peu la colonne vertébrale de toute la boîte. On l'utilise pour tout un tas de projets, de produits. Bien évidemment, il y a notre site, mais il y a aussi notre back-office qui va nous permettre de suivre toutes nos commandes, l'évolution de la commande du devis jusqu'à la livraison. Il y a aussi beaucoup de systèmes qui vont nous permettre d'analyser des données sur des préférences sur les produits, ce que les clients, les convives préfèrent, pourquoi. Et voilà. Donc la tech est omniprésente chez monbanquier. Donc jusqu'à présent, la tech, c'est principalement 2 technologies. Donc Spring Boot 2, je ne sais pas si ceux qui font du Java ou qui en ont entendu parler connaissent un petit peu. Et notre back-office est fait en Angular. Jusqu'à maintenant, c'était tout. C'est-à-dire que c'était notre stack complète. Et donc, c'est sans trop se poser de questions qu'on s'est dit que notre site, ça allait être du Angular comme tout le reste, puisque c'est ce qu'on connaissait déjà. Non, je suis en Wi-Fi là. Voilà, donc là c'est ce que vous venez d'expérimenter, c'est un peu le quotidien de chaque utilisateur qui voulait aller sur monbanquier.fr il y a encore quelques mois, lorsqu'il voulait aller sur notre site pour faire une commande ou découvrir nos menus. Le splash screen. Donc monbanquier.fr était fait en Angular jusqu'en septembre à peu près. Et donc c'était un site assez lourd et on pouvait faire des commandes sur le site. Donc il y avait toute une gestion d'état avec des state management, tout ça. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent un peu, mais globalement c'était assez complexe et au final on s'est dit est-ce qu'il y en avait vraiment besoin. Donc c'était un gros problème, on se rendait compte que notre taux de transformation n'était pas énorme et on avait des gros doutes sur le fait que ça pouvait venir de ça, et je ne vous parle même pas de la version mobile. Du coup on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, donc ça j'ai fait un petit audit Lighthouse juste avant, j'ai repris une ancienne version du site pour vous montrer un peu l'état des dégâts. Donc on avait la première interaction que vous pouviez avoir sur le site était au bout de 21 secondes. Sachant que le splash screen apparaissait au bout de 830 millisecondes. J'étais fier. Donc à partir de ce constat-là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont nos besoins et comment on règle ça ? On avait plusieurs besoins, évidemment de la rapidité, que ce soit efficace, que ce soit moderne et que ça fonctionne bien. On avait aussi un besoin pour que le pôle marketing puisse modifier du contenu en live sur le site, ou en semi-live sans faire appel à toute l'équipe dev derrière pour mettre à jour tel ou tel texte ou tel call to action sur un bouton. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher des pistes et on est tombé sur la piste de la Jamstack, plus précisément du statique, de la génération statique de sites. Donc la Jamstack, c'est JavaScript API Markup. Moi je vais plutôt vous parler du côté JavaScript API que du côté markup, mais ça rentre quand même un peu dans le sujet avec Gatsby. Donc la génération statique, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez un contenu qui ne change pas régulièrement, qui n'est pas dynamique, principalement quand il n'est pas user-generated, quand il n'y a pas des commentaires, des posts qui sont créés par les utilisateurs, vous n'avez pas forcément besoin de modifier ce contenu à la volée hyper rapidement à chaque requête. Donc,
pourquoi s'embêter à avoir un site avec un serveur derrière, avec un langage qui va analyser toutes les requêtes, tout ça, alors qu'en fait, ce que vous voulez, c'est juste pousser une page simple à votre utilisateur. On s'est dit, pourquoi pas du statique? Alors on avait un peu touché au React, enfin, en tout cas moi j'avais un peu touché au React, pas vraiment, mais je connaissais un petit peu, du coup je me suis un peu plongé dedans. Et en fait, la techno que je vais vous présenter, du coup Gatsby, c'est du React. Donc beaucoup, effectivement, ça peut paraître un peu nouveau, un peu différent, on dit que c'est un framework React, tout ça. Gatsby, c'est quoi? C'est donc de la génération statique, mais aussi un set d'outils, de composants React qui vont vous permettre de développer votre application, donc React, mais avec des performances qui sont bien meilleures. Donc on rajoute un peu de GraphQL là-dessus. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent GraphQL? Ok. Petit récap, GraphQL c'est un langage de requêtage qui va permettre d'agréger de la donnée et de faire une couche qui va arriver entre votre application client et votre serveur, ou serveur ou n'importe quel type d'API d'ailleurs, pour pouvoir requêter simplement via ce langage tout un tas de données. Gatsby utilise du GraphQL pour aller chercher ces données. C'est comme ça que Gatsby fonctionne. Donc ça, j'ai pris l'image qu'il y avait sur leur page principale. Donc en fait, Gatsby va construire un site à partir de tout un tas de données. Donc toutes ces données, elles peuvent venir de n'importe où. Elles peuvent venir d'un CMS, elles peuvent venir de fichiers. Et donc là, le M de markup prend aussi son sens, parce qu'on peut aller chercher des données dans les fichiers, dans Markdown, tout ça. Et data, parce que ça peut venir d'autres API, tout ça. Il va compiler ces données au build, du coup, et générer des fichiers HTML, CSS statiques derrière. Mais alors, il ne faut pas s'y méprendre. C'est pas parce que c'est statique que votre site ne peut pas être interactif, il ne peut pas être dynamique. Et c'est là où Gatsby est bien placé, parce qu'il va flouter la ligne entre le statique et le dynamique. Derrière, rien ne vous empêche d'utiliser des animations, rien ne vous empêche d'utiliser Apollo, d'utiliser des packages NPM qui vont vous permettre de faire tout un tas de choses, de requêter d'autres données plus dynamiques, celles-ci. Donc derrière, une fois qu'on a ces fichiers HTML, CSS et JavaScript, on peut les déployer facilement sur des CDN, pas besoin d'avoir des serveurs complexes derrière. Qu'est-ce qui fait que Gatsby est bien? Une grande partie de ça, à mon avis, est due à la documentation. Gatsby a une super doc, et ça en est plus ou moins la preuve que la doc de Gatsby est faite en Gatsby, la doc de React JS est faite en Gatsby, et la doc de API Platform, pour ceux qui font un peu de PHP, est faite en Gatsby aussi. Donc c'est vraiment une doc qui vous encourage à bien démarrer, qui simplifie vachement les choses quand vous ne connaissez pas du tout, et qui vous permet vraiment de rentrer dedans, un super onboarding. Et donc par-dessus tout ça, il y a une super communauté. Gatsby, je ne sais pas combien il y a de stars sur GitHub, de toute façon je ne sais pas si tu sais Nico. 22 000. Bon, en tout cas, ils ont super bien réussi à fédérer, et ils encouragent beaucoup les gens à participer, à remplir des issues, à résoudre des PR. Ça c'est un petit screenshot de quand j'ai fait ma première PR sur Gatsby. Donc première PR, je ne connaissais pas trop, et ils m'ont envoyé un t-shirt, ils m'ont envoyé un petit mail sympa disant merci, vous êtes maintenant maintainer, alors que j'ai fait une PR. mais c'est cool, ça donne envie de continuer à participer dans le projet. Tout ça c'est bien beau, mais on veut du résultat. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, ça je vous remets le petit avant, petit audit Lighthouse de ce que c'était. Et voilà, ça c'est après notre refonte en Gatsby. Donc on voit que déjà l'indice de performance, il a changé drastiquement, du tout au tout. On est passé à un time to interactive à 3 secondes, ce qui fait qu'on peut interagir avec le site au bout de 3 secondes. C'est encore sujet à amélioration, il y a plein de choses qu'on peut améliorer encore. Mais disons que c'est un peu out of the box ce qu'on obtiendrait. On voit aussi qu'en termes de best practice et SEO, on a presque rien fait de particulier, et on a quelque chose qui fonctionne bien. Le SEO, ça parle un peu de soi-même, puisque c'est des fichiers statiques, donc le HTML est directement parsé par les crawlers, et on arrive à avoir un bon résultat directement. Je vous encourage à le tester sur votre portable, même pour me faire vos feedbacks. Ok, donc ça c'est la rapidité dans les chiffres.
Maintenant, on va comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche. Donc Gatsby va utiliser tout un tas de petits tips and tricks pour essayer d'améliorer les performances de manière sans embêter le développeur, on va dire. Donc il y a une des choses qu'il fait, c'est du link prefetching. Donc, je vais vous montrer, le link prefetching, c'est où vous allez charger la page qui va se cacher derrière un lien en background avant que l'utilisateur ait cliqué dessus, pour qu'une fois qu'il clique dessus, elle charge instantanément. Donc là, je vous montre, mon curseur va passer au-dessus de différents liens et vous allez pouvoir voir dans le DevTools à droite les différentes pages qui se chargent au hover. Voilà, donc là on voit les composants. Donc vous remarquerez c'est du JavaScript et pas des pages HTML, puisque Gatsby va s'occuper de ne pas modifier, pas recharger toute la page, mais uniquement ce dont il a besoin. Donc c'est des fichiers HTML, JS. Donc le link prefetching, très utile pour apparaître instantané. Un deuxième petit outil que Gatsby nous fournit, c'est un composant qui s'appelle Gatsby Image et qui est vraiment très puissant. Donc ça, c'est la façon dont on crée une image en Gatsby. Donc c'est un composant React, rien de plus, tout ce qu'il y a de plus classique. Et la différence, c'est qu'il y a ce petit morceau de GraphQL qui va nous permettre d'injecter les données qui correspondent à cette image. Donc par exemple, ici, moi je vais chercher mes images depuis Contentful. Je vous expliquerai après ce que c'est, mais en gros c'est un CMS dans lequel on peut rentrer des images, du contenu, du texte, tout ça, et qui va injecter tout un tas de paramètres. On pourrait voir en détail ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas besoin de vous le dire. Quand on démarre avec Gatsby, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas besoin vraiment de se poser la question, ça fonctionne. Donc ça, c'est la façon de l'écrire. Et ça, c'est le code qui est généré derrière. Donc ça c'est ce que le W3C veut qu'on écrive. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai un peu autre chose à faire qu'écrire des pictures et des source tags et 10 000 résolutions. Donc en fait, ce que va faire Gatsby, c'est va aller fetcher les URL des images, va aller créer des URL différents en fonction de la résolution de votre image, et va s'occuper de charger uniquement l'image qui correspond au bon viewport et à la bonne résolution pour ne pas charger des images qui seraient trop lourdes pour mobile par exemple, sur mobile par exemple. C'est Gatsby qui fait le traitement d'image ? Alors, ça dépend de ce qu'on utilise. En fait, ça dépend de la data source qu'on va utiliser. Moi, j'utilise Contentful. Du coup, c'est pas Gatsby qui s'occupe de faire le traitement, c'est Contentful. Et vous voyez, Gatsby va juste aller rajouter des petits paramètres, des query parameters sur la width. Là, on voit sur width, height et quality de l'image. Mais si vous utilisez des images locales, Gatsby va s'occuper de faire la résolution, de créer des résolutions différentes. Donc ça, c'est des choses de performance, mais il y a aussi, Gatsby fait aussi un gros travail sur les performances perçues par l'utilisateur. Et notamment, toujours sur les images, grâce à Gatsby Images, un travail sur les performances perçues des images alors qu'elles n'ont pas encore chargé. Il y a deux techniques pour ça, il y a le blur up et le trace SVG. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de configurer ou de créer, c'est par défaut dans Gatsby. Par exemple, lorsqu'une image va apparaître sur le site et qu'elle est un peu lourde au départ, au lieu de ne rien afficher et d'avoir un blanc, Gatsby, avec le trace SVG, ce que je vais vous montrer là, va créer un contour de l'image en SVG, donc qui pèse rien, va l'inliner dans le HTML et va ainsi donner l'impression qu'il y a un placeholder de l'image juste avant qu'elle charge. Pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je recharge ma page, et vous voyez, le contenu, il y a un placeholder qui se met à ce moment-là. Et ça, moi, j'ai rien eu à faire, j'ai pas eu à créer le placeholder ni rien, c'est Gatsby qui s'en est occupé. Dans le même ordre d'idée, il y a le blur up. Donc là, il y a deux choses, il y a le blur up et le lazy loading. Donc le blur up, c'est ce que vous voyez, les images qui sont floutées. C'est Gatsby qui crée une résolution de 20 pixels par 20 pixels de votre image, va l'inliner dans le HTML. Donc ça pèse rien, et au moment où votre image arrive dans le viewport, va lazy loader les images réelles et va les faire apparaître progressivement à partir des images, des data URL, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu tous les 2-3 petits tips and tricks que Gatsby vous offre.
des outils, mais il y a encore plein de choses, parce qu'il y a, bon, déjà il y a une grosse communauté, et il y a plein de plugins qui existent. Et là, je vais vous parler d'un de mes plugins préférés qui s'appelle Subfont. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais Subfont, en gros, va vous permettre de faire tout un tas d'optimisations sur les polices de caractères. C'est vraiment un peu le dernier truc dont on se préoccupe en général. Les polices de caractères, bon, voilà, c'est un peu le cauchemar du développeur. Mais là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc, Subfont, c'est quoi? C'est un plugin qui va extraire uniquement les caractères que vous utilisez dans votre page et qui va créer un subset de la fonte pour ne charger que les caractères qui sont utiles. Donc là, vous voyez dans les DevTools, là par exemple, j'utilise la Roboto en Grèce 700, bah, j'utilise pas beaucoup de caractères au final. J'utilise le A, le C, le E, le I, le L et le U. Donc ça sert à quoi de charger tous les autres? Et tous vos caractères latins, vos glyphes un peu bizarres, bah, on n'en a pas besoin. Du coup, Subfont va créer ce subset-là et le charger à la place du reste. Et donc j'ai fait une petite comparaison et je me suis rendu compte que parmi les différents types de graisses qu'on utilisait, bah, on avait plus de 50 kilo-octets de sauvegardés là-dessus, ce qui est assez énorme. Donc ça, c'est sur l'ensemble du site. Gatsby va charger la fonte entière par la suite en asynchrone, parce qu'il ne peut pas savoir si votre modal, par exemple, ou quelque chose de dynamique, une data dynamique, va avoir certains caractères ou pas. Mais en tout cas, au initial rendering, bah, on va avoir uniquement ces caractères-là. De la page. Donc maintenant, je vais vous parler d'un petit trio que je considère un petit trio de winners. Donc il y a Gatsby, dont je viens de vous parler. Il y a aussi Contentful. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Et Netlify. Donc ça, c'est notre stack statique, c'est notre Jamstack à nous chez monbokeh.fr. Et je considère que c'est un super combo, avec plein de petits trucs cool. Voilà, donc Jamstack qui défait complètement le web lent. Ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps à faire. Donc Contentful, je ne suis pas sponsorisé, c'est juste que j'aime vraiment ce que font ces deux boîtes. Contentful, c'est un CMS, mais qui va uniquement se concentrer sur le contenu et sur l'infrastructure, et pas du tout sur la mise en forme, contrairement à WordPress, un Drupal. Vraiment, vous avez des champs, c'est un peu comme un input de JSON. Vous avez des champs, vous remplissez, et ça va vous créer une API REST et GraphQL qui va pouvoir être utilisée dans d'autres projets, et notamment par Gatsby. On utilise ça, mais le pôle marketing utilise ça pour faire ces modifications sans passer par nous. Et puis pour tout ce qui est hosting, on utilise Netlify. Netlify, c'est vraiment génial. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Et c'est du hosting ultra simplifié, mais qui marche vraiment bien. Alors on pourrait se dire, oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc c'est du hosting statique, c'est un CDN principalement, qui va se plugger. Alors la façon la plus simple d'utiliser, c'est vous créez un compte, vous loguez, vous drag and droppez un fichier et hop, vous avez un site. Un fichier HTML, voilà, vous avez un site avec une URL, tout ça. Ou sinon, vous le pluguez à votre repo, GitHub, Bitbucket, GitLab, les trois fonctionnent. Et Netlify va pooler les derniers changements et va construire votre site. Donc ça prend à peu près, en fonction de votre build, ça prend, chez monbokeh, ça prend 1 minute de construire le site. Donc le marketing fait une modif, et puis après il y a une petite slash commande sur Slack pour déployer, et hop, ça va déployer le site grâce à Netlify. Donc il y a plein de trucs cool, je vous encourage à aller checker Netlify parce qu'ils font plein de choses. On peut faire du A/B testing en créant des branches différentes, ça va créer 2 builds différents pour pouvoir rediriger le trafic. On peut faire, il y a des formulaires, il y a des lambdas, si on veut rajouter du dynamique, tout ça, il y a de la gestion d'identité. Nous, on n'utilise pas tout ça, on utilise le hosting, mais rien que pour ça, ça apporte énormément de valeur. Donc voilà, je vous en ai un petit peu parlé. Le marketing change, le marketing ou nous, enfin peu importe d'ailleurs, fait un changement dans Contentful. Ça trigger un build chez Netlify et le site est live immédiatement. Il n'y a pas vraiment de choses particulières à faire. Si, une petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez les boutons Amazon, les one-click, trucs quand il n'y a plus de PQ là. On appelle et ça commande du PQ. Et ben c'est pareil, sauf que nous on l'utilise pour déployer le site en prod. Donc le marketing a son petit bouton. Et puis quand ils ont besoin de publier le site, ils appuient et hop, au bout d'1 minute, le site est déployé.
Ok, donc c'est bien beau tout ça. On utilise plein de trucs. On a un gros SaaS, on a 2 SaaS derrière, donc Netlify, Contentful. Combien de devs bossent dessus, enfin voilà, combien ça coûte. Voilà, ça coûte peanuts. Pour l'instant, on a 0 frais de dépenses sur des SaaS, sur Netlify. La valeur qui délivre est énorme pour ça, et en tout cas pour la génération statique. On paye pas Netlify, on paye pas Contentful. Ils ont chacun des free tiers qui sont assez généreux, sur lesquels on peut déjà construire beaucoup. La preuve, monmoquet.fr est entièrement construit là-dessus. En termes de temps, moi j'ai passé... Donc, du coup, il y a un dev, moi, qui est construit sur monmoquet.fr en 2 mois. Design compris, donc c'est pas moi qui ai fait le design, on a fait appel à un designer, mais voilà, ça nous a pas pris pas plus de temps que ça. Et on voit le résultat qui est assez cool. Donc merci à vous. Je vais juste ouvrir un petit peu sur ce qu'on projette de faire après derrière avec monmoquet. Donc ça, c'était un peu l'introduction. On a un peu testé Gatsby, on s'est rendu compte que ça marchait très bien. L'idée, ce serait un peu d'aller un peu plus loin encore pour découvrir le statique et se rendre compte si on ne peut pas faire, par exemple, un peu d'e-commerce avec. Il y a déjà des boîtes qui ont testé ça. Il y a une boîte qui s'appelle Flamingo qui livre des rasoirs en subscription, qui utilise Gatsby pour faire du e-commerce. Donc chaque produit a sa page générée statiquement. Et du coup, nous, on pourrait très bien imaginer ça comme ça aussi, avec des menus qui sont déjà pré-générés, qu'il n'y a pas besoin de régénérer à la volée en statique. Donc Gatsby est assez prometteur, je vous encourage vraiment à aller regarder. On peut faire plein de choses avec, et je pense que ce n'est que le début. Donc on va continuer de creuser un peu, en tout cas chez monmoquet.fr, ce qu'on peut faire avec la technologie statique et la Jamstack. La question c'est est-ce que l'éditorial, est-ce que les personnes qui s'occupent du contenu en général sont satisfaites? Oui. En fait, si je détaille un peu, il n'y a pas 1000 personnes sur le contenu. Donc à notre échelle, ça suffit. Je dirais que 5 personnes en gros maximum s'occupent du contenu. Il y a ils voient ça beaucoup entre eux avant de choisir de modifier quelque chose. Donc il n'y a pas un problème de concurrence, dans le sens où il n'y a pas 18 personnes qui vont essayer de modifier quelque chose en même temps et avoir des conflits, tout ça. Ils choisissent de modifier, ils publient, et c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de... Alors Contentful, pourquoi Contentful plutôt qu'autre chose? Parce que je l'ai essayé, et que ça fonctionnait bien, et que je trouvais que... En fait, j'avais 2 choix, globalement. Bon, il y en a d'autres, mais je ne voulais pas m'amuser à en tester 45 000. Les 2 choix principaux étaient soit générer du contenu dans du JSON ou dans du Markdown, donc dans des fichiers, soit générer du contenu via un CMS comme ça, donc comme Contentful. J'ai trouvé ça plus simple d'avoir un portail web avec des inputs plutôt que d'avoir de la gestion de fichiers. On a testé un peu de la gestion de fichiers sur des petits projets avant, avec des JSON qui étaient uploadés sur Netlify pour pouvoir faire le build. On s'est rendu... C'est un peu un choix, on s'est rendu compte que c'était plus sympa, plus user-friendly d'avoir une interface. La partie A/B testing, donc ce qu'on peut faire avec le A/B testing, donc ça c'est vraiment propre à Netlify. Netlify vous permet en fait, à chaque fois que vous avez une nouvelle branche dans votre repository, Netlify va le détecter, va créer un build à part, donc avec un préfixe sur votre site, avec le nom de votre branche. Donc ça c'est automatique, il n'y a rien à faire, donc c'est quand même assez bien pour pouvoir faire des tests et des versions différentes. Donc vous testez 2 versions différentes, et je peux vous montrer. Netlify, Netlify permet de rediriger le trafic d'une branche à l'autre, par exemple. Split testing, voilà. Donc là, j'ai ma branche master et ma branche next. Bon, là, c'est pas activé. Mais si je veux, je peux décider d'activer et de balancer 50% de trafic sur telle ou telle branche. Ou plus, d'ailleurs. C'est pareil, j'en ai pas testé beaucoup. Je connaissais l'existence de GitLab Pages, je connaissais, mais j'avais jamais vraiment essayé. Je connaissais GitHub Pages, que beaucoup ont utilisé. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Now, je ne sais pas si vous connaissez, qui est développé par une boîte qui s'appelle Zeit, qui est vachement bien, mais qui est dynamique.
Branche. Donc ça c'est automatique, il n'y a rien à faire, donc c'est quand même assez bien pour pouvoir faire des tests. Oui, d'accord, mais on n'a pas testé, on l'a pas testé, et en fait, moi quand j'ai vu Netlify, j'ai vu la facilité, je me suis pas dit je vais en tester plein, ça m'a suffi. Donc est-ce qu'il y a des use cases sur lesquels Gatsby n'est pas recommandable ou recommandé? Oui, plein. Bah, si j'en ai parlé très succinctement au départ, tout ce qui va avoir du user-generated content. Donc toutes les applications qui vont avoir besoin de faire de la gestion de compte, qui vont avoir besoin d'afficher des newsfeeds avec des posts des utilisateurs, bah, c'est impossible parce que... Quoique, je voudrais me dire, Gatsby peut fournir, on va dire, le squelette de l'application et on peut après faire du requêtage dynamique avec du Apollo par exemple pour aller chercher des posts. Mais intuitivement, c'est pas ce que je choisirais. J'irais plus sur une solution server-side rendering qui est dynamique cette fois, comme Next.js par exemple. Ou si on utilise d'autres langages, Vue, il y a Next et en Angular, bah, c'est Angular Universal je crois. Voilà. Tout ce qui est user-generated, quoi, je n'utiliserai pas. Quel est le rapport avec le roman? Ah, Gatsby? Ah bah aucun, absolument aucun. Quoique, je sais pas, faudrait demander faudrait demander, ça se trouve, ça a été inspiré par le roman, mais je ne suis pas à la place des fondateurs de Gatsby, donc je ne me suis pas renseigné là-dessus. Faudrait se renseigner, ouais. Tout ce qui va avoir du user-generated content. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas de compte. Effectivement, on vient commander son devis, on vient commander son banquet. Donc, ça génère un devis. Je peux vous montrer rapidement ce que ça donne. Puisque oui, je ne vous avais même pas montré le site. Voilà, ça c'est le site. Donc, vous pouvez, par exemple, commander une galette des rois en un peu en avance, ou un petit déj. Vous faites en fait obtenir un devis et ça va vous rediriger vers un landbot. Donc, pour l'instant, c'est... voilà. Pas de gestion de compte, mais justement, l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec du e-commerce derrière. Et je pense que c'est pas infaisable, il faut juste creuser un peu.